Place maintenant à une affaire étourdissante, une histoire de piratage informatique qui concerne plus de 300 000 Bretons dont les données médicales circulent aujourd'hui sur Internet. Ce sont nos confrères de Libération qui en ont parlé les premiers hier soir. Depuis notre rédaction a mené l'enquête. Bonsoir Christelle Veillard. Alors déjà, d'où vient cette information ? Alors Valérie, c'est le journaliste Damien Bancal, spécialiste de la cybersécurité, qui a le premier identifié la fuite le 14 février sur son blog Zataz. De quoi s'agit-il ? Ce sont les données d'un logiciel utilisé par les laboratoires d'analyse médicale qui ont été diffusées par un pirate informatique. Jusqu'alors, elles étaient restées sur ce qu'on appelle le dark web, au niveau des cercles des pirates informatiques, mais maintenant elles gagnent Internet et les réseaux sociaux. Et alors qui est concerné par ces fuites de données ? Alors ces documents concernent plus de 490 000 patients en France et parmi eux plus de 300 000 Bretons selon Clément Domingo, jeune hacker rennais qui a eu accès à ces fichiers. Quelques 60 000 personnes sur la métropole rennaise. Jamais encore une telle quantité d'informations médicales n'avait été rendue publique, nous a confirmé le Rennais. Pour lui, c'est vraiment très impressionnant. Mais ce qui est embêtant surtout, c'est que certaines de ces informations concernent des personnalités bretonnes du monde économique et politique, Valérie. Et alors c'est donc Christelle ce qui s'est passé. En général, les cyberattaques ont pour objectif une demande de rançon. Mais cette fois, selon Armoris, le syndicat des laboratoires, ce serait plutôt le résultat d'une erreur. Au moment où Daedalus, éditeur du logiciel, a obtenu le marché des laboratoires, l'ensemble des fichiers de patients aurait été mis de façon transitoire sur le cloud, donc accessible à tous, et un pirate en aurait profité. Et quel type d'informations ? Alors ce sont au total 160 informations qui sont divulguées par patient, des données administratives, identité, sexe, numéro de sécurité sociale, date de naissance, mais aussi le groupe sanguin, le médecin traitant, des données beaucoup plus sensibles, l'état de santé, le fait d'être enceinte par exemple, et puis les traitements suivis, ceux pour le cancer ou le VIH, en particulier une fuite, Valérie, qui fait vraiment froid dans le dos. Merci Christelle pour toutes ces précisions. Alors je me tourne vers notre invité, Yves Duchesne, bonsoir. Vous êtes expert en cybersécurité, alors déjà cette fuite d'informations est-elle surprenante ? Non, en réalité, c'est pas surprenant. Elles sont nombreuses, fréquentes, et nous, dans l'exercice de notre métier, on constate qu'il y a un niveau de sécurité encore qui est insuffisant. Alors là, on parle évidemment du domaine de la santé, mais c'est pas le seul domaine qui est concerné. Il y a énormément de domaines, même des domaines qui sont éloignés du monde informatique. On peut penser à l'agriculture, même un exploitant en conchyliculture, par exemple, je pense, il pourrait être victime d'une cyberattaque. Tout le monde aujourd'hui est ciblé, l'industrie, la santé, etc. Alors vous parlez de cyberattaque, là dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, c'est pas vraiment ça. Ça aurait pu être une fuite, on ne sait pas trop d'ailleurs pour l'instant exactement d'où c'est parti, mais concrètement, que risquent les Bretons concernés et qui s'ignorent pour le moment ? Effectivement, aujourd'hui, on parle au conditionnel parce qu'on n'a pas encore tous les éléments avérés sur la compromission. Le risque, je pense que c'est principalement un risque de chantage. On a déjà eu le cas par le passé pour une clinique médico-psychologique dont les enregistrements de séances avaient été récupérés par un hacker qui avait fait pression sur les patients, malheureusement, en menaçant de divulguer le contenu des échanges, donc des contenus très sensibles, très privés, et en exigeant une rançon, effectivement, en face pour ne pas le faire. Pour de l'argent, évidemment. C'est l'une des principales façons de monétiser le hacking ou la compromission, c'est justement de faire pression, de réclamer des rançons, d'où le terme rançon logiciel, qui sont les virus qui s'attaquent aussi à l'information, qui les paralysent. Puisque beaucoup de Bretons vont être concernés, concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on est comme ça menacé ? Là, le conseil de l'ANSSI indique qu'il ne faut pas payer la rançon, effectivement. C'est une doctrine, globale. C'est la même chose pour les enlèvements. La France conseille de ne pas payer la rançon, parce que payer la rançon, c'est alimenter la cybercriminalité, naturellement. Après, c'est une décision qui appartient à chacun. Malheureusement, lorsqu'on a ces données qui sont prises en otage comme ça, il n'y a pas de réelle bonne solution. Il y a peut-être des numéros quand même à faire, en tout cas les policiers, la gendarme à prévenir. On peut se tourner vers la gendarmerie, on peut se tourner vers cybermalveillance.gouv.fr, qui est une plateforme qui est mise à disposition justement des particuliers pour dénoncer ces faits de piratage. Alors vous le disiez, tous les domaines sont concernés. Nos confrères de Ouest France ont été justement attaqués il y a peu. Beneteau, encore aujourd'hui, on l'apprenait. Tous les domaines semblent être potentiellement ciblés et surtout les hôpitaux. Je dis surtout parce que ça paraît complètement indécent de s'attaquer à des données médicales. Oui, ça peut paraître indécent, mais il faut déjà comprendre que les cybercriminels, s'ils avaient une morale, ils ne seraient pas cybercriminels. Et effectivement, les hôpitaux concentrent plusieurs aspects qui font d'eux des cibles naturelles. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont des données qui sont sensibles, intéressantes pour les cyberattaquants. Deuxièmement, ce sont aussi des lieux de passage, de brassage, où on circule librement dans un hôpital. Donc ça aussi, ça a une influence sur le niveau de sécurité. Et puis,
l'hôpital est, on le rappelle souvent, frappé de manque de moyens aussi, qui complique la tâche des responsables de l'informatique pour sécuriser les données. Donc c'est un cocktail explosif qui fait des hôpitaux et des établissements de santé des cibles privilégiées pour les attaquants. Et dans ce cas-là, très précisément, on a vu des chiffres qui peut-être apparaître. 27 cyberattaques majeures en 2020. Ça augmente avec rien qu'en début 2021 des attaques contre les hôpitaux précisément qui sont à échelle à peu près de 1 par semaine. C'est énorme. Très concrètement, quels sont les risques? Des vies humaines sont-elles en danger? Oui, alors il y a une petite bataille pour savoir si le premier cybermort a eu lieu. Oui, il a forcément eu lieu. Et quand est-ce qu'il a eu lieu? Est-ce que c'est il y a très longtemps ou il n'y a pas très longtemps? Mais évidemment, si demain vous empêchez un service de fonctionner, des services d'urgence qui sont pris par exemple en otage par les rançongiciels, naturellement, il y a des gens qui ne peuvent pas se faire soigner, il y a des interventions qui sont repoussées, voire annulées. Et de fait, il y a des morts derrière, mais ça peut aussi être des appareils médicaux qui sont pris en otage. Merci beaucoup, Monsieur Duchesne, pour toutes ces précisions.